Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravi de vous retrouver pour cette plongée au cœur de l'actu. L'idée de notre émission, c'est vraiment de prendre une grosse pile de sources complexes, des articles, des notes d'analyse, des rapports de scouts. C'est ça, on fait le tri. Oui, on extrait la substantifique moelle pour offrir un raccourci direct vers l'information essentielle pour ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, la mission est de décrypter une véritable bataille stratégique et identitaire aussi dans le football international moderne. Complètement. Je suis ravie d'être là parce que c'est un sujet brûlant. Le regard se tourne vers un cas extrêmement précis aujourd'hui, très actuel et hyper symptomatique des enjeux du sport de haut niveau. On va parler du milieu de terrain de 22 ans, Andy Diouf. C'est un dossier absolument captivant à analyser. En ce moment, c'est très certainement l'un des sujets les plus sensibles, mais aussi les plus révélateurs du football sénégalais et européen. On y trouve vraiment tous les ingrédients d'un thriller sportif, en fait. Ouais, c'est vraiment le mot. Et pour bien comprendre ces enjeux, une véritable montagne de sources a été épluchée. On a des analyses sportives très récentes, des déclarations publiques scrutées à la loupe et des décryptages tactiques qui retracent le parcours de ce joueur de manière assez chirurgicale. Tout est documenté. On parle d'un jeune homme qui a été formé dans l'excellence du système français, qui a connu un transfert retentissant vers l'Italie à l'été 2025 et qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une possibilité de plus en plus concrète, celle de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. L'objectif de cette exploration, pour tous ceux qui aiment gratter un peu sous la surface des gros titres sportifs, c'est de comprendre comment le développement technique d'une carrière s'entremêle avec l'identité personnelle et avec les stratégies ultra calculées des fédérations nationales. Et c'est fondamental de le préciser, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un athlète qui tape dans un ballon sur une pelouse. Il est question de choix de vie monumentaux, de la gestion psychologique d'une carrière naissante. Ouais, la pression doit être folle. Ah mais totalement. C'est aussi l'attachement viscéral à des racines familiales complexes et la manière dont une équipe nationale construit un projet d'avenir sur plusieurs années. C'est un véritable échiquier géant où chaque déclaration, chaque minute jouée en club a une répercussion directe. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par poser les fondations, par comprendre qui est exactement cet athlète moderne. Parce que Andy Diouf n'est pas arrivé dans les radars des plus grands clubs européens par hasard. C'est le pur produit d'une formation à la française. Un système qui est, on le sait, mondialement reconnu pour son exigence académique et tactique. C'est l'une des meilleures écoles du monde, tout à fait. Et après avoir fait ses gammes, il a compris très tôt qu'il fallait du temps de jeu pour exploser. Il a donc pris une décision super mature en partant d'abord en Suisse, au FC Bâle, pour engranger de l'expérience professionnelle loin de la pression médiatique française. Ce qui est une approche très intelligente. Beaucoup de jeunes se brûlent les ailes en voulant aller trop vite. Exactement. Ensuite, retour en France, au RC Lens, où il a découvert la ferveur exceptionnelle du Stade Bollard et les exigences de la Ligue des Champions. C'est vraiment là qu'il a confirmé son potentiel. Mais c'est le grand saut réalisé lors du mercato estival de 2025 qui a complètement rebattu les cartes. Un saut majuscule, effectivement. Ce transfert vers l'Inter Milan, ça marque un tournant définitif dans sa carrière. Les chiffres rapportés par les sources sont hyper éloquents. On parle d'une transaction estimée entre 20 et 25 millions d'euros. C'est colossal pour un joueur de cet âge. C'est énorme. À seulement 22 ans, intégrer une institution de la stature de l'Inter Milan, c'est littéralement changer de galaxie. Le championnat italien, la Serie A, c'est historiquement l'un des championnats les plus intraitables tactiquement. Oui, ça pardonne pas. Le joueur quitte donc l'environnement lensois, où il était en pleine éclosion et très choyé, pour arriver dans un club mythique où la pression du résultat est quotidienne, presque étouffante en fait. La question qui se pose logiquement quand on voit ça, c'est de savoir ce qui a convaincu un géant européen, qui est quand même réputé pour sa prudence sur le marché des transferts, de débourser une telle somme pour un joueur de 22 ans. On lit partout dans les rapports d'observation qu'il possède un profil box-to-box extrêmement moderne. C'est le terme qui revient tout le temps. Voilà. Les recruteurs parlent de son volume de jeu impressionnant, de sa puissance athlétique. Mais pour ceux qui passent pas leur week-end à décortiquer des schémas tactiques, concrètement, ça ressemble à quoi sur le terrain de casser les lignes adverses comme il le fait? C'est une excellente question, parce que le terme box-to-box est très souvent utilisé à tort et à travers. Pour bien visualiser la chose, il faut s'imaginer un énorme navire brise-glace qui navigue dans l'Arctique. Un brise-glace. D'accord, je vois l'idée. Dans le football moderne, les défenses adverses sont extrêmement bien organisées. Elles forment un vrai mur de glace compact, très difficile à franchir. La majorité des joueurs, face à ce mur, vont chercher à le contourner, en multipliant les petites passes latérales, en cherchant la faille patiemment. Le jeu de possession classique, quoi.
Exactement. Le profil d'Andy Diouf, c'est le brise-glace. Il récupère le ballon très bas sur le terrain et par sa seule puissance physique, couplée à une excellente maîtrise technique, il fonce directement dans le bloc adverse. Il fend la glace sur 30 ou 40 mètres balle au pied. Ah oui, il détruit la structure adverse. C'est ça, il aspire les défenseurs sur lui et détruit complètement l'organisation de l'équipe d'en face. C'est un profil dévastateur qui crée des espaces béants pour ses attaquants. L'image est saisissante. Et on comprend tout de suite la valeur inestimable de ce profil de brise-glace pour déverrouiller des matchs qui sont très fermés. Mais voilà, débarquer à l'Inter Milan avec une étiquette de 25 millions d'euros sur le dos, c'est une chose. S'imposer sur le terrain tous les week-ends, c'en est une autre. Et la réalité, d'après nos sources, c'est qu'il fait face à une concurrence qui a de quoi donner des surfroides. Le mot est faible. Le milieu de terrain de l'Inter Milan, aujourd'hui, c'est l'un des plus performants et expérimentés de toute l'Europe. Il se retrouve en concurrence directe avec des véritables monstres sacrés à son poste. Des intouchables. Quasiment oui. Il y a l'Italien Nicolo Barella, un joueur au moteur inépuisable, champion d'Europe avec l'Italie, et il y a le Turc Hakan Çalhanoğlu, un véritable maestro, reconnu mondialement pour sa vision de jeu exceptionnelle. Gagner sa place face à de tels monuments, ça relève du parcours du combattant. Il faut vraiment s'imaginer la scène un instant pour saisir l'aspect humain du truc. On a 22 ans, on débarque avec son sac de sport dans le vestiaire mythique de San Siro et on doit expliquer à un joueur comme Hakan Çalhanoğlu, qui terrorise les défenses européennes depuis qu'on est au collège, que c'est le moment de nous laisser la place sur le terrain. C'est audacieux, hein? C'est plus qu'intimidant, c'est presque une épreuve psychologique en soi. Et les statistiques de ce début de saison le confirment. Son temps de jeu est âprement disputé, il n'est pas du tout titulaire indiscutable et il passe beaucoup de temps sur le banc de touche. Mais c'est là qu'on pourrait s'attendre à lire des articles dans la presse parlant d'un échec cuisant ou d'une erreur de casting, non ? Exactement. La presse sportive est toujours très prompte à condamner au moindre passage à vide. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la direction de l'Inter Milan, ainsi que le staff technique, ne cède absolument pas à la panique. Il reste serein. Très serein. Les sources internes qui sont relayées par les observateurs indiquent très clairement que Diouf est perçu comme un investissement à long terme. Le club italien a une stratégie très claire. Ils savent pertinemment qu'il est dans une phase cruciale d'apprentissage. Il observe et il apprend. Voilà. Il est littéralement en train d'absorber la rigueur tactique légendaire du football italien en s'entraînant au quotidien aux côtés de Barella et Çalhanoğlu. Le club considère cette période de temps de jeu réduit non pas comme une punition, mais comme une incubation nécessaire. C'est l'étape obligatoire pour transformer un talent athlétique brut en un maître à jouer vraiment complet. C'est un contexte indispensable à avoir en tête pour la suite. Et c'est précisément au milieu de cette période d'incubation, de cette phase de transition super complexe, en Italie, que la question de son identité internationale refait surface de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'est là que le dossier prend une toute autre dimension. Reprenons la chronologie pour bien saisir l'ampleur du changement, parce que c'est frappant. Pendant des années, le parcours de Diouf a été exclusivement tricolore. Il a suivi la voie royale de la Fédération française de football, les sélections U19, puis la catégorie cruciale de l'équipe de France Espoir. Et pour bien clarifier pour l'audience qui ne suit pas la hiérarchie de très près, les Espoirs, c'est la catégorie U21. C'est ça. C'est littéralement l'antichambre, la salle d'attente de l'équipe de France A. Quand on est titulaire chez les Espoirs, on a statistiquement d'énormes chances de finir chez les grands dans les années qui suivent. Et son parcours avec cette équipe de France Espoir s'est concrétisé de la plus belle des manières lors de l'été 2024, avec cette fameuse médaille d'argent décrochée aux Jeux Olympiques de Paris. Un moment inoubliable pour lui, on l'imagine. Gagner une médaille olympique dans son pays de naissance, c'est un moment d'une charge émotionnelle immense. C'est un événement qui crée des liens très forts avec le public et la fédération. Et ça a logiquement propulsé sa visibilité à l'échelle mondiale. C'est indéniable. D'ailleurs, les archives qu'on a consultées mentionnent très clairement qu'en 2023, alors qu'il brillait encore avec Lens, son discours public laissait aucune place au doute. À 20 ans, son objectif assumé, c'était d'atteindre le sommet de la pyramide qu'il avait toujours connue, l'équipe de France A de Didier Deschamps. C'est la logique implacable de l'enfant prodige français. C'est la trajectoire toute tracée. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'en l'espace d'un an, à peine arrivé en Italie, le discours a basculé de manière radicale. Une évolution extrêmement marquante, oui. Les certitudes affichées en 2023 ont laissé place à une réflexion beaucoup plus profonde et nuancée en cette fin d'année 2025.
Il faut vraiment s'arrêter sur cette déclaration d'octobre 2025 qui est rapportée par plusieurs médias, car chaque mot compte. Il affirme, je cite, « Le Sénégal fait partie de moi. C'est le pays de mon père et d'une grande partie de ma famille. » C'est un tournant. C'est hyper frappant. On sort complètement de la langue de bois traditionnelle du footballeur qui déclare vouloir se concentrer sur son club pour éviter de froisser telle ou telle fédération. Il y a ici une revendication claire, une affirmation identitaire très puissante. C'est pas une simple phrase lâchée au hasard devant un micro. Non, absolument pas. Dans le milieu du football professionnel, ce genre de déclaration est pesée, réfléchie et souvent préparée minutieusement avec l'entourage du joueur. C'est un message très clair envoyé aux instances dirigeantes. Un appel du pied en bonne et due forme. Exactement. Et lorsqu'on compile les signaux récents rapportés par les sources, la tendance lourde se confirme indéniablement. On observe un changement assez net dans sa communication numérique, qui est beaucoup plus orientée vers le Sénégal. On parle aussi de discussions informelles avancées avec des intermédiaires et surtout d'un intérêt